Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle émission intitulée Le Scanner. Le Scanner est un espace de libre-échange réservé aux différents acteurs dans différents domaines, politiques, économiques, social, santé, environnement ou autres. Pour ce premier numéro de votre émission, nous recevons pour vous un jeune acteur politique. Il nous vient de la 21e circonscription électorale où les législatives s'annoncent très serrées. 4 sièges à pouvoir, dont un exclusivement réservé aux femmes. Olaniyi Abil Adeyinka, premier secrétaire administratif du Parti Les Démocrates, est notre invité. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité nationale. Quelles sont les chances de l'opposition à cette élection historique pour des enjeux qui le sont aussi? Pour faire cet exercice, je suis en compagnie de mon confrère Adam Huetenon. Adam Huetenon, bonjour. Bonjour, c'est Gino Lokoso. Bonjour, monsieur Abil. Bonjour, c'est Simina, journaliste. Oui, la Sénat a publié il y a quelques jours déjà le calendrier électoral. Est-ce que au niveau de votre parti, les démocrates, est-ce que vous êtes prêts? Merci pour cette question. Tout d'abord, je tiens à remercier votre équipe pour l'honneur porté sur ma personne d'être le premier invité pour ce spécial Café Média qui permet aux acteurs de tous les domaines de s'exprimer. Revenons à votre question. Comme tout parti politique sérieux qui veut compléter en janvier prochain, au sein du Parti des démocrates, on est au point, on est très à jour par rapport au calendrier et avec le dynamisme de nos dirigeants, tout se fait dans la norme. Vous avez dit que vous êtes prêts, mais concrètement sur le terrain, on a comme l'impression qu'on ne sent pas le Parti des démocrates sur le terrain. Comment sentir le parti sur le terrain? Je ne sais pas s'il y a une boussole qui permet de repérer le mouvement et le dynamisme d'un parti sur le terrain. Ça, chaque parti, il va avec sa méthode. C'est la méthode du Parti des démocrates. Quand vous êtes un parti de l'opposition, sous un régime qu'on appelle le régime de la rupture, il faut y aller avec tact et méthode. Et c'est ce qui se passe au sein du Parti Les Démocrates. Aujourd'hui, c'est la Sénat, comme l'a rappelé mon confrère Adam Huetenon, a rendu public le calendrier électoral. C'est la course contre la montre pour le quitus fiscal. Qu'est-ce que le Parti Les Démocrates, est-ce qu'à votre niveau, vous êtes prêts pour le quitus fiscal? Le quitus fiscal, tous les candidats à la candidature aux élections législatives de 2023 s'activent déjà à avoir le quitus fiscal, parce qu'eux tous ont fait les demandes adressées déjà au DGE. Ça revient à cette direction de faire diligence pour répondre à les demandes. Je peux vous affirmer que beaucoup de nos camarades ont déjà eu, même si ceux qui restent en avoir aussi sont énormes. On espère que le DGE fera le nécessaire pour qu'avant le 28, la date du début du dépôt de dossier à la Sénat, tout le monde puisse avoir son quitus fiscal. En temps, vous avez lancé sur les réseaux sociaux un téléthon, un appel pour mobiliser des fonds. On sait que pour déposer la caution est de 168 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti des démocrates est prêt? Justement, la caution c'est 169 millions. Vous avez omis 1 million. Ça, c'est la réalité sous le régime de la rupture. C'est dommage pour un pays comme le Bénin, avec un tel niveau de vie, qu'on demande aux gens qui veulent se porter comme représentants du peuple de payer si tant d'argent pour pouvoir aller aux élections. 1 500 000 francs par candidat, c'est énorme. C'est une première dans la sous-région. On espère que la prochaine législature pensera sur ça et va corriger le tir. Revenons à votre question par rapport au Téléthon. Le Téléthon, c'est la moindre des choses pour un parti sérieux dans une république. Ce n'est pas propre aux seulement démocrates au Bénin. Et les démocrates aux États-Unis l'ont fait. En France, c'est régulé à l'approche des élections. Parce qu'un parti politique ne doit pas être l'affaire d'une seule personne. Ça doit être l'affaire de tout un groupe de personnes, tous les militants qui adhèrent aux visions de ce parti. Il faut que les militants et sympathisants mettent la main dans la poche pour accompagner le parti. Si vous faites un tour au niveau d'achat des partis politiques et les conditions de financement, vous verrez que le Parti démocrate n'a autre choix que de lancer un tel téléthon et de demander à ce que les gens qui portent le parti au cœur, les militants et autres, puissent contribuer à travers les 1 franc, 2 francs, 3 francs pour pouvoir mobiliser les fonds. Les fonds qui sont mobilisés, nous on n'a jamais dit que voilà les fonds qu'on a besoin avant d'aller aux élections. C'est un téléthon qui va accompagner le fonctionnement du parti, soit pour les élections prochaines, mais au-delà des élections de
23. Est-ce que ce n'est pas trop demandé aux militants qui, déjà, dans un contexte de cherté de vie, de mobiliser encore des fonds, de donner peut-être un peu de leurs ressources pour accompagner le parti? Quand tu es militant, ça ne se limite pas à être militant à la bouche ou à défendre seulement. Il faut aussi mettre, il faut contribuer. Un parti politique, ça s'anime. L'animation d'un parti politique nécessite des moyens. Vous n'êtes pas sans le savoir. Si un parti, par exemple, on invite la presse pour un événement, il faut vous payer le déplacement c'est au moins. C'est la moindre des choses. Donc, vous voulez que ce soit un seul individu qui met la main dans la poche et qui s'en occupe, ça n'aura pas le même effet. Mais si tout le monde s'engage financièrement dans le parti, c'est-à-dire que nous tous, nous portons le parti au cœur et à chaque décision du parti, tout le monde va se sentir concerné et peut dire voilà ce que moi je pense parce que j'ai aussi le même droit que tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme pour permettre aux militants d'avoir une idée du point de l'évolution de ce téléthon-là et comment les... Mais tout militant qui veut avoir une idée de l'évolution, il se rapproche du trésorier général du parti, il va au siège. C'est son droit de savoir comment ça évolue parce que c'est les membres du parti, on va l'informer. Vous savez, on est dans une situation où le jeu électoral est déséquilibré à l'avance. Pourquoi? On a des partis du pouvoir qui se partagent 3 milliards chaque année, justement ou injustement, parce que cette loi leur permet de partager cette somme suite... C'est une loi, c'est une réforme. Mais une réforme qui est issue de quoi? On dit qu'il faut avoir des représentants à l'Assemblée ou bien avoir des maires avant de bénéficier. Mais les élections qui ont amené ces derniers à avoir ces représentants, on sait ce que c'est. Si vous partez d'une élection exclusive où vous avez exclu libéralement l'opposition et vous avez installé des gens à l'Assemblée nationale, parce que pour nous, on n'a jamais eu d'élection en 2019, vous avez installé vos gens. D'élection en 2019, mais les démocrates quand même avaient mené les démarches pour déboucher parmi ceux-là pour participer aux élections. Non, le parti des démocrates est créé bien après 2019. Je suis d'accord, oui, pour les élections présidentielles passées. Justement, nous parlons des élections de 2019. Le parti des démocrates est créé bien après. Donc, c'est pour vous dire que si au cours d'une élection, non, mais vous évoquez la question selon laquelle on a installé des gens à l'Assemblée, on a installé les gens à la tête des mairies. C'est comme si vous doutez de leur légitimité ou de leur existence. Mais si c'est le cas, comment avez-vous... On sent quand même une amalgame que vous ayez cherché à avoir la caution de ceux-là pour aller aux élections présidentielles. Justement, je vais vous expliquer. En tant que Béninois, et plus de paix, qui veut que le pays avance, on n'est pas là, nous sommes des démocrates. À un moment donné, il faut faire une concession. On fait fi de tout ce qui s'est passé et on va de l'avant. Si on doit revenir en arrière, tenir sur les conditions, il y aura toujours, le pays sera toujours, il n'y aura pas l'union, il n'y aura pas la paix, on va faire les mêmes discours. Mais cette fois-ci, il faut aller de l'avant. Le peuple béninois, partout du nord au sud, personne n'est content de la nature de cette Assemblée nationale parce que ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Je me rappelle une fois, j'ai discuté avec un Gabonais qui moi, je me moquais souvent de lui, qui dit chez nous, il y a la démocratie, il y a ça, machin. Mais après les élections de 2019, il m'a rappelé, il dit, bon, M. Adenka, vous avez l'habitude de dire que chez nous, machin, mais chez nous au moins, même si c'est 2 ou 3, il y a au moins un parti de l'opposition à l'Assemblée. Mais chez vous, c'est la monarchie. Mais les tests de la République ne parlent pas d'opposition à l'Assemblée, mais les tests de la République parlent de majorité et de minorité, et c'est ce qui est ce que nous avons la justement, l'esprit de ces tests-là, je pense que le président Yekinoté l'a expliqué un jour. L'esprit de ces tests était voté, c'est pour qu'on puisse avoir l'opposition et avoir la mouvance. La démocratie s'anime toujours comme ça. Dans aucun pays sérieux qui se dit pays démocratique, on ne voit pas ça. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le peuple est quasiment écarté de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Personnellement, qui siègent. Non, les Béninois qui siègent, de quelle manière? Parce que si le peuple ne se retrouve pas dans la manière... Non, je dis, si le peuple ne se retrouve pas dans la manière dont ces derniers ont été installés, il est de son droit de ne pas s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Mais ceux qui sont là-bas sont les représentants du peuple. Quand vous parlez du peuple, c'est de quel peuple vous parlez? Écoutez, nous parlons du peuple béninois. Ils sont des représentants du peuple, tant mieux. Nous prenons acte de ça, nous évoluons. La preuve, nous utilisons aujourd'hui les lois, malgré les incongruités que ces lois contiennent, nous continuons, nous utilisons aujourd'hui pour aller aux élections législatives, dans l'espoir qu'il faut être là-bas pour pouvoir penser, corriger quelque chose. Est-ce que ça dit que la loi électorale, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet pas à l'opposition d'aller aux législatives? Je dis,
Mais écoutez, nous y allons comme ça. Est-ce que ça nous empêche d'y aller? Nous y allons. Mais nous disons qu'une fois l'Assemblée nationale, les démocrates font des propositions de loi pour pouvoir améliorer ce qui est là aujourd'hui. Parce que nous ne concevons pas qu'on demande à un candidat aux élections législatives de déposer 1 500 000 francs dans un pays comme le Bénin. Le SMIC à combien? Et vous demandez est-ce qu'on paye comme ça? C'est-à-dire les gens ont une idée d'écarter les gens en s'appuyant sur le pouvoir financier. Ils savent que c'est eux seuls qui ont l'argent dans le pouvoir public, c'est eux seuls qui contrôlent le secteur économique du pays. Ils ont confisqué le port, ils ont confisqué le coton, écoutez, personne n'a confisqué le port. Ils ont la même mise sur tout ce secteur économique qui rapporte gros pour le pays. Donc du coup, les potentiels challengers qui ont les pouvoirs financiers, qui pouvaient accompagner le pays, accompagner les autres partis politiques, ont été chassés du pays. Il avait nommé le président Adjavan. Donc, du coup, il se retrouve dans une position. Adjavan a affaire avec la justice. Mais laissez-moi terminer mon développement. C'est votre conception. Nous autres, dans l'opposition. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons notre conception de son départ du pays. Donc, du coup, on est dans une. Est-ce que cette conception n'est pas erronée? Écoutez, une conception qui est, pour une affaire que nous, politiques, nous voulons que c'est purement politique. Vous ne pouvez à ce moment pas nous dire que c'est une conception erronée. C'est notre. Il y a quand même des proches du pouvoir qui ont été interpellés par la justice béninoise. Oui, ils ont été interpellés par la suite. D'autres ont pu se retrouver au Maroc pour un soi-disant soin et du retour du Maroc. Ils sont chez eux à la maison. Bon, bref, on se commence pas dans la République. Donc, il y a des uns et les autres. Il y a les gens du pouvoir, il y a les autres. Donc, c'est pour vous dire. On espère, on n'a plus de justice au Bénin depuis 2016. C'est vous qui le dites, la justice fonctionne très bien au Bénin. Nous autres, et c'est un pilier de la démocratie, la justice. Nous autres, nous ne disons haut et fort qu'on n'a plus de justice au Bénin. Nous disons haut et fort que depuis 2016, on n'a plus la justice. Nous avons uniquement la volonté d'une seule personne qui surpasse la volonté de tout un peuple. On a pris assez de temps à analyser le passé. Le Parti des démocrates compte sur quoi pour contrôler le perchoir? Un parti politique compte sur quoi? Il ne peut que compter sur le peuple, sur les électeurs. Si un parti politique paie cette horizon du peuple, il va organiser ça comment? Il n'y a pas une magie. C'est le nombre de voix, le nombre de votants qu'on compte en votre faveur qui détermine le nombre de sièges que vous pouvez avoir à l'Assemblée nationale. Donc, si vous ratez ces coachings-là, n'espérez plus rien. Donc, le Parti démocrate compte sur le peuple, comme autant que les autres partis, peut-être aussi comptent sur le peuple, parce qu'ils ont encore d'autres avantages puisque le parti de l'opposition. Ils sont au pouvoir, c'est eux qui contrôlent la Sénat, c'est eux qui contrôlent l'ANIP, c'est eux qui contrôlent la constitutionnelle. Donc, du coup, ils ont cet avantage de faire de l'amalgame s'ils veulent. Mais nous autres, nous on a autre chose. Le président de la Sénat a été rassurant, très rassurant à ce niveau. Écoutez, voilà un président qui est du non-progressiste. Sa couleur politique est connue. Justement, on connaît le rôle qu'il a joué dans le présent passé récent par rapport à la discrimination des opposants par les élections, quand il était au ministère de l'Intérieur. Donc, du coup, vous voulez que nous ayons confiance à ce dernier, à ces propos. Mais le président, je l'ai demandé. De la bonne foi du président de la Sénat. Il a dit. On est en droit. Si dans un passé récent, lui, en tant qu'opposant, lui a permis d'aller aux élections, lui permettra aux opposants d'aller aux élections. Il a été rassurant. Pourquoi il a oublié en 2019? Pourquoi on n'a pas pu tenir ce genre de discours en 2019? C'est pas pour rien. Il n'était pas président de la Sénat. Il n'était pas président de la Sénat, il était au ministère de l'Intérieur, où on devait déposer un dossier pour l'histoire de certificat de conformité sorti à la dernière minute à la fin des élections législatives. Donc, du coup, si ce dernier a joué un tel rôle dans le passé, c'est de notre droit d'être méfiant envers lui. Vous empêchez d'avoir le certificat, c'est ce que vous dites. Le dernier dossier des partis de FCB déposé avant les élections de 2019 sont restés sans suite jusqu'à ce qu'on nous sorte un bon jour que la FCB a eu les certificats de conformité à travers ce que vous savez. Monsieur Olani Abiladinka, vous êtes de la 21e circonscription électorale où les élections s'annoncent très serrées parce que vous êtes avec de grosses pointues de l'opposition, notamment le président de l'Assemblée nationale, de la mouvance, le président de l'Assemblée nationale et beaucoup d'autres acteurs politiques de la zone. Vous parliez tantôt que votre espoir, c'est sur le peuple. Est-ce qu'au niveau de la 21e circonscription électorale, vous êtes en odeur de sainteté avec votre au niveau de la 21e circonscription électorale, ce n'est pas un peuple à part.
c'est toujours le peuple béninois qui est là. Et ils ne sont pas sourds ni aveugles. Ils voient ce qui se passe. Vous venez de cette circonscription. Bien sûr, c'est pour vous dire qu'ils sont tous conscients de ce qui se passe dans le pays. Et ils sont tous conscients de la nécessité d'avoir une assemblée nationale digne du peuple béninois, qui passe forcément par la représentation de la mouvance et de l'opposition, ce qui permettra au pouvoir de mieux gérer. Donc du coup, avoir mon papa, l'honorable Valvonou, dans le 21e, le ministre Salomon, mon papa, l'ancien ministre de l'État, M. Abiola, tout ça là, les avoir dans la 21e circonscription. Il faut ajouter Razak. Voilà, justement, le grand frère Razak, tout ça. Tout ce monde-là, les avoir au niveau de la 21e circonscription n'est pour nous aucun frein ou bien aucun obstacle pour atteindre notre objectif. Vous pensez? Absolument. Parce vous minimisez les efforts. On ne minimise pas les efforts. Chacun ira à la rencontre de la population, lui expliquer ce qu'il veut faire, lui faire l'historique du passé, ce qui s'est passé dans le pays depuis 2016 à nos jours, et ils doivent être d'aller décider aux urnes à qui accorder les voix. Quand est-ce que vous voulez mener cette démarche? Mais écoutez, la campagne va commencer. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire. On est dans un pays qui est régi. On ne fait pas la loi. Vous voulez qu'aujourd'hui les démocrates commencent par sortir des pancartes pour dire on fait des mouvements politiques, ils vont nous écouter. Ils sont en train de violer la loi, on va les arracher. Donc du coup, nous travaillons en sourdine, comme ça se fait. Le temps, au moment opportun, vous allez constater le mouvement sur le terrain. Des réunions secrètes qui sont organisées dans la nuit, c'est ça? Ou en week-end? Pourquoi forcément la nuit? Les réunions s'organisent tous les jours. La nuit, en journée, comme la nuit, peu importe le moment, hein, ce n'est pas le plus important. Le plus important est qu'on s'organise et puis qu'on soit vraiment prêt pour les élections prochaines. Vous avez peur de quoi? De vous afficher, de mêler vos activités comme... Je viens de l'aider. On n'a pas peur de s'afficher, mais nous sommes disposés, nous sommes obligés à respecter les lois de la République. Vous voulez qu'on commence la campagne avant le lancement de la campagne par la Sénat? C'est impossible. Donc, les autres actions qui se mènent, on n'a pas besoin d'appeler une télévision pour le faire. Et justement, encore que eux, nous sommes de l'opposition. Si les autres, ils ont eu cette... Ils ont eu... Justement, la presse n'a pas de coloration politique, mais la presse est entretenue. Vous êtes d'accord avec moi? Vous imaginez que je vous fais toute une équipe bien organisée comme ça, je vous dis, bon, écoutez, on débarque, on fait le tour de la commune d'Adaoué ensemble, les 6 arrondissements, on parcourt ça matin, midi et soir, mais ça nous fait un budget. Ça me fait un budget, et voilà. Les élections, il faut se préparer à tout ça. Justement, on se prépare, mais il ne faut pas se puiser à l'avance avant le jour de l'élection. Habile les candidats pour l'élection prochaine? Vous aurez de savoir d'ici le 4 novembre, quand la... Vous n'êtes pas préparé pour ça? Tout acteur politique se prépare pour ça. Parce qu'on ne fait pas la politique pour être là à critiquer. Non, on nous met dans la politique pour pouvoir occuper des postes de responsabilité et faire valoir ce que nous pensions du pays. À l'approche des législatives, il y a comme, ou du moins des élections en général, il y a comme une tradition qui est notée, notamment la transhumance politique. Est-ce qu'au sein du Parti Les Démocrates, est-ce qu'il y a eu des débats, est-ce qu'il y a eu des arrivées au sein de ce parti? Il y a eu au sein du Parti démocratique. En fait, cette question elle est pertinente parce que ça montre à nouveau les dessous de réforme du système partisan. On était dans une vision où on critiquait la transhumance. Telle est ici demain, après-demain, il est de l'autre côté. Mais grande à notre surprise, qu'après avoir débarqué le patriarche Amoussou Beno de la tête de l'UP, l'arrivée d'un certain Thibault, le président Joseph Diagbeno, qu'ils appellent le Thibault qui est trouvé, on voit qu'il y a une débandade qui se passe de gauche à droite, où les deux partis jumelles du chef de l'État, l'un quitte l'autre pour des mouvements d'aller-retour, franchement, qui n'honorent pas le système partisan. Il y a eu également des militants de partis de l'opposition qui ont rejoint également la mouvance, que ce soit Moued Bénin, Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, qui a eu ces mouvements également. Qui ont fait quoi? Qui ont adhéré. Il y a eu des mouvements de l'opposition vers la mouvance également. Le mouvement ne s'est pas attardé au niveau des... Vous savez, l'opposition actuelle au Bénin, il faut faire beaucoup attention dans l'appellation, de la qualification de ce qu'on appelle opposition. À notre niveau, on dit qu'il y a des opposants fabriqués, des oppositions fabriquées par le pouvoir pour pouvoir jouer le jeu démocratique. Pour faire quoi? Pour faire... Non, je ne peux pas vous citer des noms. Si vous ne... Non, bien sûr, nos chers internautes savent mieux que nous de quoi je parle. Il y a
ils savent mieux que nous ce qui se passe. Quel est le pouvoir du régime à fabriquer c'est pas propre seulement au Bénin. C'est des trucs qui se passent un peu partout en Afrique, hein, où quand un pouvoir est là, avec un allure un peu dictatorial, il s'efforce d'avoir des gens qui répondent sous forme d'opposants pour pouvoir faire jouer d'une démocratie virtuelle. Est-ce que vous en connaissez? J'en connais, mais je ne vais pas citer. Je pense qu'on n'a plus venu. Vous traitez de l'opposition radicale. Quand vous voyez de l'opposition fabriquée, il y a de l'autre côté. Qu'est-ce que vous appelez de l'opposition radicale? C'est vous les acteurs politiques qui ont sorti cette terminologie et de nous éclairer. Si nous autres officiels du Parti des démocrates, nous prenons toujours le soin de dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est ça qui fait de nous l'opposition radicale. Ça veut dire que tout ce que le pouvoir en place fait, tout est noir. Non, tout n'est pas noir. Après tout, c'est des êtres humains. C'est les êtres humains. Le président Patrice Talon a été élu d'une manière brillante en 2016. N'oubliez pas, avec près de 65% de suffrage. Donc, du coup, bien sûr, personne, aucun acteur politique ne comptait cette victoire. Parce que ça a été fait dans les conditions démocratiques les plus respectées et que nous reconnaissons du président. Et tout le reste en matière d'élection, c'est du folklore. En dehors des élections, il y a eu des trucs qui ont été faits. Nous, on est des intellectuels. On ne peut pas se permettre de dire tout ce qui est fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui est mauvais. Il y a des trucs qui ont été faits, que nous apprécions à notre manière. On n'a pas besoin de venir dire, voilà, nous apprécions telle action. Ce n'est pas de notre rôle à nous. Ceux qui sont mieux passés pour le faire le font déjà. Les gens de la mouvance le font au quotidien, même si parfois ils exagèrent. Mais à nous, nous sommes des éclaireurs. C'est à nous de dire ceci n'est pas bon et d'amener le chef de l'État à revoir sa position par rapport à ça. Constructive. Absolument, absolument. Revenons à notre question. Est-ce qu'il y a eu des départs au sein du Parti des démocrates? Est-ce qu'il y a eu des arrivées au sein du Parti des démocrates? Des arrivées, oui. Il y a des arrivées. Chaque jour que Dieu fait, il y a des arrivées. Même si nous ne faisons pas de tapage autour. C'est ça, chacun avec sa méthode. Les gens... de la mouvance présidentielle pour l'opposition? Les gens viennent, comme l'a dit le vice-président Achadé, il y a plusieurs sortes d'adhésions. Il y a des adhésions forcées, des adhésions libres et autres. Donc, non, c'est une manière de dire. Il a bien clarifié. Il dit ce qui s'est passé à Porto-Nouveau entre le PAD et l'UP, ça c'est l'adhésion forcée. Ce qui se passe chez nous. Le dernier exemple, c'est de Mme Nadine Okumasu, une activiste que vous connaissez très bien, qui a été éprouvée par le système dans l'année dernière, elle a été en prison, elle est sortie, tout ça. Donc, elle a adhéré au Parti des démocrates. Donc, c'est cette forme d'adhésion que nous qualifions d'adhésion libre, qui respecte la conviction de la personne. Vous ne serez pas étonné de voir des gens qui ont chanté matin, midi, soir, qui ont décrié le système toute leur vie, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans les mains du pouvoir. Pour quelles raisons? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous notez tout à l'heure des irrégularités, notamment la transhumance, mais ça arrange également des partis de l'opposition, ces irrégularités notées au sein de la réforme. Non, c'est pas que ça. C'est pas parce que ça nous arrange qu'il ne faut pas dénoncer. Mais la transhumance, c'est tous les partis. Justement, parce que ceux qui viennent souvent chez nous, ce ne sont pas des gens qui appartenaient à un parti politique. C'est des gens qui étaient indécis, qui militaient dans le mouvement, qui doutaient où aller, mais qui avaient une vision. Et aujourd'hui, ils se sont dit, ben, franchement, pour mieux mener notre combat, il faut qu'on se rallie au parti, les démocrates. Aujourd'hui, comment se porte le parti sur toute l'étendue du territoire? On parlait tout à l'heure de la 21e circonscription électorale. Les autres circonscriptions électorales, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir contrôler ces circonscriptions électorales? Parce qu'une élection législative, c'est avant tout une élection de proximité. Il faut aller vers la base, il faut aller vers les électeurs qui sont dans les différentes circonscriptions électorales. Aujourd'hui, le Parti des démocrates, qu'est-ce que le parti fait pour quand même amener ces différents électeurs à accompagner votre mouvement? Écoutez, un parti politique, ça doit être structuré. La situation d'un parti politique passe par l'installation de ces cellules de base. Ce qui est fait. Il n'y a pas cette commune du Bénin, ce village, un quartier de ville du Bénin, vous allez pas voir les représentants du parti des démocrates. C'est ça d'abord qui fait la force d'un parti politique. C'est ça qui fait la force. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a lancé le dépôt des candidatures, ça se bouscule là.
tout le monde veut être candidat. Et ça montre vraiment que le parti est aimé et représenté sur toutes les zones du territoire national. Donc, nous, à ce niveau, on n'a pas de problème. Ceux qui ont déposé les dossiers seront retenus au niveau du parti des démocrates? Non, dans quel pays du monde, ça ne se passe pas comme ça. Le parti a ses critères de choix. Et quels sont ces critères au niveau du parti des démocrates? Ceux qui ont déposé le savent. Justement, je suis le secrétaire administratif adjoint du parti. Il y a des informations officielles que je ne suis pas censé venir livrer. Il y a le secret de confidentialité, mais au-delà de tout, je ne peux même pas. Les militants aussi veulent en savoir. Justement, ils ont le temps de le constater. C'est mieux comme ça, pour ne pas qu'il y ait des frustrations à l'avance. Ça va sembler un peu à de la dictature? Non, pas de dictature, ça c'est pas toujours comme ça. C'est pour rassurer les militants, pour ne pas frustrer la cohésion nationale, la cohésion du parti, les membres du parti. Donc, quelle est votre relation aujourd'hui avec les autres partis de l'opposition, FCBE, RLC et autres? Quels sont? Bon, c'est des partis qui se disent de l'opposition. Nous prenons de ça. On n'a pas une relation particulière avec eux. Nous les voyons comme des acteurs politiques et qui jouent leur rôle. Et nous aussi, nous jouons notre rôle. Et du côté de la mouvance, on constate quand même que c'est les grands ensembles, les gens veulent se mettre en temps, les micro-partis adhèrent aux grands ensembles jusqu'à ce jour. On constate que au niveau du parti des démocrates, c'est indécis. Pourquoi le parti n'est pas ouvert aux autres partis? Non, le parti est très ouvert. Vous aurez le temps de le constater très bientôt. Vous allez voir, beaucoup d'autres partis de l'opposition vont se joindre peut-être à nous pour aller aux élections ensemble. Les négociations sont en cours, c'est ça? Je dis peut-être, parce que nous tous, nous sommes conscients qu'il le faut. Il faut avoir un groupe très fort, très puissant. Vous saluez une force des... En fait, l'objectif même, ce qui se passe actuellement, c'est la manière qui pose problème. Sinon, en réalité, si nous voulons voir clair dans ce qui se passe, on ne doit pas forcer les gens à se mettre ensemble. Mais nous souhaitons tous avoir des grands partis politiques. Comme c'est un peu le cas un peu partout, au Nigeria, aux États-Unis, un peu partout. Ça permet vraiment à ce que le pouvoir soit géré par un parti et non des individus qui débarquent du jour au lendemain, ils deviennent présidents et ils sont obligés de former un gouvernement d'union où il faut prendre presque des acteurs qui les accompagnent dans ce qu'ils font. Donc nous ne voyons pas ça comme quelque chose qui est mauvaise. Au sein des partis démocrates, nous sommes très ouverts. Très ouvert et on est ouvert mais on est aussi très prudent. Donc on reproche aux opposants en général le fait de n'être pas ensemble pour aller aux élections. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut quand même négocier avec l'opposition en général, l'aile dure comme l'aile non dure, les opposants fabriqués, tous ceux-là qui ont le vocable opposant? Est-ce que ça n'est pas bien de faire un mouvement d'ensemble, d'aller ensemble comme le font les partis que vous décrivez tout à l'heure, les partis de la mouvance, qui quand même font des mouvements d'ensemble pour aller à ces élections? Non, ne soyez pas assoiffés des mouvements d'ensemble jusqu'à ce qu'elle mette des virus. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est bon. Je dis, ne soyez pas assoiffés des mouvements d'ensemble jusqu'à ce qu'elle ait accepté des virus au sein de votre groupe. Il y a des virus en politique. Lui parlait des traîtres, c'est ça? Oui, ça s'appelle des virus qui peuvent toutefois venir d'un jour à l'autre détruire ce qu'on est en train de construire du jour au lendemain. Donc c'est pour vous dire qu'il faut beaucoup attention. Il y a certaines personnalités où il faut se méfier beaucoup. Ce n'est pas parce que nous voulons un grand nombre, un mouvement d'ensemble, qu'il faut que à tout venant, on prend n'importe qui. Non, il faut faire attention à ceux qui veulent venir et quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'ils sont vraiment en phase avec ce que nous faisons? Et si c'est ça, nous on est prenants. Aujourd'hui, la loi électorale voudrait que vous fassiez, les partis politiques, fassent la part belle aux femmes, 24 femmes pour la mandature à venir. En dehors des femmes, il y a également les jeunes. Quelle est la place que le Parti des démocrates réserve aux jeunes pour les élections à venir? Les femmes. Voilà une disposition, une des lois votées que moi j'ai toujours condamnée. C'est une manière de traiter nos femmes comme des sous-hommes. C'est des êtres humains qui sont comme nous, qui ont les mêmes droits que les hommes et autres. Pourquoi vous voulez prendre une disposition spéciale pour les favoriser? Non, moi je pense à la disposition négative parce que vous avez demandé de leur dire qu'ils sont incapables de se battre politiquement. C'est une manière de dire qu'ils sont... C'est pas forcément vrai. Parce qu'au sein des différents partis, il y a quand même des femmes qui c'est une manière de leur dire qu'elles sont incapables de se battre politiquement. Et comme ça, vous risquez d'avoir des acteurs politiques qui ne sont pas engagés à l'Assemblée nationale,
Quelqu'un peut être chez elle à la maison, on va aller la chercher, vient être candidat parce que la loi nous oblige d'avoir une femme. C'est le cas au niveau des démocrates? Non, c'est les exemples que j'ai donnés. Des gens peuvent être à la maison, et là, bon, comme la loi nous oblige là, toi viens, tu vas être député. Mais vous voulez quelqu'un qui n'est pas engagé, qui ne se sent même pas politique. Mais M. Abil, vous êtes quand même d'accord que par le passé, avant le vote de cette loi ou la promulgation de cette loi, c'est difficile pour les femmes de se retrouver sur les listes parce qu'elles n'ont pas, elles ont les moyens, elles sont disponibles, elles ont l'ambition, elles ont la volonté, mais elles n'ont pas toujours la chance d'être positionnées parce qu'elles n'ont pas les moyens. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'abord, combien de nos femmes, faisons le point, combien de nos femmes s'intéressent à la politique? Il y en a beaucoup. Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nos femmes, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça au Bénin, ou bien c'est dans la sous-région, elles ne sont pas trop intéressées à la politique. Moi, je préfère qu'on nous prenne d'autres dispositions pour les intéresser, au lieu de forcer la main à ce qu'on les positionne. On leur accorde 24 sièges d'office. Pour moi, je ne vois pas l'importance. Et tout parti sérieux, même sans cette disposition de loi, s'il a des militantes engagées qui voient qu'en elles, il y a une dynamisme qu'on peut exploiter, a intérêt à les prendre comme candidats. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont nos moments, et elles sont plus nombreuses dans la population béninoise. Donc, il y a d'autres arguments qu'on peut utiliser pour les prendre comme candidats sans passer par cette disposition. Que moi je vois que c'est une disposition insultante pour nos moments. Ce n'est pas facile dans les formations politiques. On pense que la femme doit être reléguée au second plan. C'est très facile. On n'accorde pas forcément la chance à la femme. Non, c'est très facile. Entre un homme et une femme, on peut dire on dit souvent de laisser l'homme. Et cette disposition vient quand même pour aider les femmes, pas pour une facilité. Parce qu'au sein des formations politiques, je suis sûr que ce sont les femmes qui s'illustrent que ces formations politiques vont... Je donne un exemple, pas un seul exemple. Je peux prendre notre mémé personne, Lamzine Soglo. Mais quand elle était là, quel homme pouvait s'imposer à elle? Mais tout le monde sait comment elle est dynamique. Tout le monde sait comment elle se bat. Elle a été la présidente de son parti. Et elle s'est engagée. Vous prenez les dames comme Maïris Bedo, ces gens qui sont imposés par les actions. Ils n'ont pas entendu une loi avant de se faire entendre. Il y a plein d'exemples comme ça là, que nos soeurs doivent suivre. Moi, aujourd'hui, je suis très content que quand j'ai vu la candidature des femmes au sein du Parti démocrate, je suis très content. Voilà ce que je veux. Les femmes qui s'intéressent à la politique. Parce qu'après tout, vraiment, on a besoin d'eux pour pouvoir mieux porter notre message. Je le disais tantôt, quelle est la place que le Parti des démocrates réserve aux jeunes? Parce que souvent dans les discours, on entend que la jeunesse est le fer de lance de la société, il faut accorder une part belle aux jeunes. Est-ce que pour les législatives à venir, beaucoup de jeunes seront sur les listes? Écoutez, au sein du parti, un parti qui se veut périn a intérêt à faire la présence de la jeunesse. À l'heure où nous parlons, c'est la jeunesse. Tous les partis politiques couvrent la jeunesse, concourent la jeunesse, afin d'assurer son avenir. Donc c'est pour vous dire que le Parti démocrate ne fait pas d'exception. À la sortie de la liste des candidats, vous allez voir que vraiment c'est la jeunesse. Et c'est la jeunesse, une jeunesse qui s'est accompagnée de certains aînés pour pouvoir les guider, les orienter, les cadrer. Okay. Monsieur Abil, nous sommes pratiquement à la fin, il nous reste encore environ 3 minutes pour cette émission. J'ai bien envie de vous demander, le Parti Les Démocrates à la tête de la 9e législature, qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce que vous allez apporter? C'est une question qui demande beaucoup d'explications pour vous répondre. On a fait un atelier récemment à Boycon, à Popo, où on a dit le programme d'action des démocrates une fois à l'Assemblée en 2023. Nous constatons tous le rôle d'un député. C'est trois rôles. Contrôler l'action du gouvernement, faire des propositions de loi, voter des lois. Donc, sur ce sens, nous allons... C'est ce qui est connu de façon... C'est ce qui est connu de façon sérieuse. C'est ce que la loi recommande de faire. C'est ce qui est pratique. Donc, du coup, nous allons nous accentuer sur ça, repérer les lois qui ont été votées par cette Assemblée monopole. Les premières lois que les partis les démocrates... Non, c'est pour dire, il faut faire l'état des lieux des lois. Surtout les lois votées au cours de la 8e législature. Il faut faire l'état des lieux de ces lois afin de revoir qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, corriger ce qu'il y a à corriger, changer ce qu'il y a à changer, et puis remettre le pays sur sa voie démocratique. De façon concrète. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? C'est ça que je viens de dire. On ne peut que se baser sur les lois. Qu'est-ce que vous voulez qu'un député fasse? Il ne peut que se baser sur les lois. Abroger toutes les lois qui ont été déjà... Pas abroger, j'ai dit on fait l'état des lieux, on inventait des lois.
Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui est sûr, au cours de l'atelier, l'inventaire a été déjà fait, les responsables. Au cours de l'atelier, des orientations. Vous êtes quand même un maillon très important du parti. Les démocrates, vous êtes au parfum de toutes les informations. Ce qui est sûr, au cours de cet atelier, il y a quand même des grandes lignes qui ont été évoquées. C'est ça, je vous l'expliquais. Les orientations ont été données. Des commissions ont été mises en place pour aller travailler. Il y a combien de commissions au total? Pourquoi vous êtes pressé de le savoir? C'est la moindre des choses. Justement, ce qui est plus important, ce que les militants peuvent retenir, c'est qu'il y a des commissions qui travaillent déjà au niveau de chaque secteur. Au niveau de chaque secteur du pays. Tu te dis, tous les secteurs économiques, santé, en tout cas tous les secteurs. Environ une dizaine. Qui travaillent pour pouvoir revoir les dispositions, les lois qui ont été votées dans ce secteur, voir qu'est-ce qui ne coche, qu'est-ce qui ne coche pas. Nous, le Parti démocrate, on est à l'écoute du peuple. Nous savons ce que le peuple veut et nous savons ce qu'il attend de nous. De façon concrète, vous voulez envoyer combien de députés au Parlement? Pourquoi pas 100, pourquoi 180? L'objectif pour nous, c'est de contrôler le péché. Donc, si le peuple décide de nous donner 90, nous sommes prêts. Vous avez perdu récemment dans votre circonscription un père à vous également, André Zanou. Vous avez certainement un mot à dire à propos? La triste nouvelle de la semaine. Et tout le monde est éploré. C'est une tristesse pour nous parce que ce monsieur, même si nous n'avons pas les mêmes couleurs politiques, est un exemple. Et les témoignages que nous suivons depuis sa disparition ne fait que nous reconforter dans cette position que c'est un exemple à suivre, un homme social qui est à l'écoute du peuple, peu importe ta couleur politique, et qui est là à t'aider. C'est suffisant. C'est vrai que ça, moi, est douloureuse, mais il est parti à un moment où les gens ne parlent que du bien de lui. C'est très important. Qui sait si peut-être s'il est encore là, il va basculer dans d'autres qui vont parler mal de lui. Mais jusqu'à présent, tout le monde ne fait que parler du bien de ce monsieur. Franchement, c'est douloureux, ça pète, mais je suis très content pour lui parce que les actes qu'il a posés de son vivant continuent de parler. Et je pense qu'on n'évitera jamais de le parler. Et il est rentré à jamais dans l'histoire politique de la 21e circonscription électorale. Et l'autre actualité également, c'est le décès de 4 personnes au CNHU. On a vu un communiqué de votre parti qui a déploré également, mais toute estime que vous avez surfé sur la tristesse de nos compatriotes pour parler des réformes du président Patrice Talon. Oui, justement, ça, par moment, il y a des événements qui montrent les dessous du pouvoir. On se préoccupe de l'embellissement des trucs. J'ai vu la réaction de certains acteurs de la mouvance quand RFI a utilisé l'ancien façade de l'hôpital Ibn Koumaga pour dire que c'est pas ça, non, c'est joli plus que ça, non. Si c'est joli, à l'intérieur, il n'y a rien. Si c'est joli et que l'intérieur, c'est un mouroir. J'aurais appelé un ami médecin avec qui j'ai discuté par rapport à cette situation, comment ça peut se passer. Mais il m'a dit, mais écoutez, ça, c'est parce que les parents de ces victimes ont été cette fois-ci vigilants et ils ont alerté les réseaux sociaux. Mais des choses se passent au sein de CNHU qui sortent de l'entraînement. Un hôpital de référence. Un hôpital de référence. J'ai dit, mais à quoi bon d'aller ériger des statues partout pour dire que nous embellissons la ville de Cotonou, alors que là où on doit aller se soigner, c'est un miroir. Il y a quand même eu quelque chose a été fait. Mais quelque chose. Il y a eu des scanners, il y a eu quelque chose. Il y a eu des réformes. Monsieur Adam, quelque chose a été fait. Et vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez suivi l'actualité. Vous pensez qu'il ne faut pas faire quelque chose du côté de la culture, qu'il faut se concentrer exclusivement sur le secteur de la santé? Je vous dis, la santé doit être une priorité pour nous tous. Moi, je l'ai dit depuis 2016, j'ai dit l'une des priorités de ce système, c'est de tout faire pour que la santé soit une réalité de ce pays. Ce qui est en cours depuis combien d'années? Depuis plus de 7 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est parce que, pour ça vous mentir, tout pays qui n'a pas ce système de santé, on ne peut que perdre nos parents inutilement. Vous imaginez qu'on paye au cours de 2000 francs, 1000 francs. Les gens partent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas 1000 francs pour acheter l'ordonnance, ils meurent. Donc, pour finir, par rapport au sujet de la santé, un intervenant sur l'émission Appel sur l'actualité d'hier, un médecin ivoirien, il dit, mais les appareils qu'ils utilisent au niveau de la réanimation sont dotés normalement des batteries. Même s'il y a coupure, les appareils sont censés continuer à fonctionner pendant au moins 30 à 1 heure de temps, le temps que les courants reviennent ou bien que les groupes ne prennent. Si ces batteries, ces appareils n'ont pas pu prendre
ou bien fonctionner après le coupure et en 10 minutes, il y a déjà eu ces dégâts. C'est-à-dire qu'il fallait voir la qualité de ces appareils qui est mise à la disposition des services de la réanimation. Et ça vous dit, c'est le centre de la référence. C'est le premier centre de référence au Bénin où que c'est un malade où on doit t'amener. Ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens d'aller se faire soigner en Europe, ou bien ils ont les moyens de faire voyager les parents pour aller se faire soigner en Europe, qu'ils vont laisser le peuple béninois dans des conditions... Est-ce que cette situation n'est pas imputable au peuple? Parce que, à vous entendre parler, c'est que vous incriminez les gouvernants actuels. Est-ce que cette situation n'est pas imputable au peuple constitué des partis de l'opposition et des partis de la mouvance présidentielle? Parce que si le CNHU est dans cet état aujourd'hui, il y a eu quand même, avant le président Talon, un président qui a géré le pouvoir. Et avec le président Talon, on constate quand même qu'il y a eu quand même des réformes qui ont été opérées au sein de ce centre de santé, de référence, comme vous le disiez tout à l'heure. Et aujourd'hui, si cette situation s'est produite dans cet hôpital, c'est que je pense que tous les acteurs devraient se réunir pour en débattre. Est-ce qu'on doit imputer ça à X ou à Y? Monsieur le journaliste, nous avons confié la gestion du pays à un groupe donné. Et donc, il y a un gouvernement qui s'occupe de l'orientation, qui définit les priorités du pays et qui investit là où ils semblent être justes pour le moment. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous disons que nous n'avons autre choix que d'accuser directement le gouvernement. On s'étonne même que le ministre de la Santé soit encore en poste. On s'étonne que le directeur de l'hôpital soit encore en poste, parce que normalement, dans les autres pays, comme ça se passe, il a été écouté, relâché. Le directeur a été écouté. Est-ce qu'on doit limoger à chaque situation? Je ne demande pas de limoger. Je demande à ce que les responsables au niveau eux-mêmes nous donnent l'exemple. Pour ça, c'est une faute doute qui touche mon secteur. Je me mets à l'écart de la justice. Dès qu'on finit, ça, s'il y a nécessité, comme me reconduire à mon poste, on le fait. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Je ne vous apprends rien. Le président sénégalais a donné l'exemple la fois dernière. Il y a seulement la mort d'un petit quelque chose là, mais il a limogé le ministre d'un bébé. C'est pour donner l'exemple. On n'a pas encore cette culture au Bénin. C'est pas grave. Mais non, ça n'empêche pas que nous, opposants, nous puissions situer la responsabilité. La première personne à accuser, c'est le gouvernement. Parce que c'est eux qui sont chargés d'assurer notre sécurité sanitaire. Moi, je ne veux pas aller m'en prendre au directeur ou bien... Vous qui êtes de l'opposition et qui, tout à l'heure, vous disiez que vous faites des critiques constructives, est-ce que vous n'avez pas échoué dans ce sens? Parce que vous savez depuis longtemps que l'hôpital est dans cet état. Et il y a quand même une croyance populaire assez répandue qui dit de cet hôpital que c'est un mouroir et personne ne veut envoyer ses parents là-bas. Mais vous le savez, vous connaissez, vous avez connaissance de cette information. Pourquoi vous n'avez pas alerté? Beaucoup pas alerté parce que vous êtes également un parti de l'opposition. Et c'est également votre rôle, c'est d'alerter les gouvernants actuels. Justement, vous connaissez le monsieur Méda de l'ONG... Monsieur Méda Koukou Déby. Qui fait un travail formidable. Il est du Parti des démocrates. Il n'est pas du démocrate. Ça ne doit pas forcément venir du Parti des démocrates. Au moins, il y a des acteurs de la société civile qui font un travail formidable. Qui informent. Qui soutiennent l'opposition. Ce n'est pas question de l'opposition. Ils ne jouent le rôle de l'opposition. Ils ne jouent pas le rôle de l'opposition. Ils jouent leur rôle. Des débats de conscience. De conscience. Ils ont interpellé plusieurs fois par rapport à la situation de CNHU. Je n'ai pas sans le savoir. Plusieurs fois, ce monsieur ne fait que crier. Il y a eu des morts au service de dialyse. Parce qu'il y a eu plus de 900 personnes en attente d'être dialysées qui n'ont pas pu avoir la place. Et ça, c'est le Bénin. Ça, c'est la République béninoise où les gens meurent comme ça. C'est pas bien. Le gars là, il a alerté suffisamment le peuple béninois. Si le gouvernement n'ont pas pris ces alertes au sérieux, mais vous pensez que c'est les alertes de l'opposition qui prennent au sérieux? À vous de jouer votre rôle. On le joue au quotidien. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des internautes? C'était très rapide. C'était un parti de plaisir où on a essayé de brocher un peu l'actualité nationale, même si on n'a pas pu aller au-delà. Au-delà, à l'endroit des internautes, je dirais simplement ceci. Le Parti des démocrates est en train de jouer son rôle. Il est en train de vouloir réécrire l'histoire. Et réécrire l'histoire, c'est notre auteur a fait fi du passé, de toutes ces lois qui fâchent et qui continuent de fâcher, mais aussi lesquelles nous avons fermé les yeux pour dire on va aller aux élections et nous comptons uniquement sur les électeurs. Donc c'est l'occasion au nord que le parti offre au peuple béninois de changer les choses.
de redonner une voix à la démocratie béninoise à travers une assemblée nationale où il y aura plusieurs courants d'idées, où la confrontation des idées va renaître.